Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 12h54 sur Sud Radio, on va vous présenter ce face-à-face avant de marquer une courte pause et les infos de 13h. Aujourd'hui, André Berkov, vous recevez Jean-Claude Poisat, professeur agrégé de philosophie, docteur en sciences politiques à l'IEP de Paris, mais surtout auteur de Prostec, le carnivorisme est un humanisme aux éditions Albin Michel. Bonjour Jean-Claude Poisat. Bonjour. Alors bonjour, on va avant de passer aux informations, Jean-Claude Poisat, il faut que je présente. Moi je me suis dit, mais ce Jean-Claude Poisat, il va venir avec menotté quand même. Je pense que la police l'attend pour l'emmener immédiatement à un centre de rééducation. Vous imaginez ? Il ose être Prostec. Il ose dire que le carnivorisme est un humanisme. Il ose, mais enfin écoutez, mais je veux dire, où sont les brigades végétaliennes ? Où sont les véganes ? Où est Émeric Caron ? Où est Sandrine Rousseau ? Mais ça va pas du tout. Alors je vous dis, on a pris des risques, nous à Sud Radio. On l'a invité, parce que son livre est très drôle et très bien informé. Je rappelle qu'il est agrégé de philosophie, il est prof de philo, et il était à sciences politiques, donc, eh bien, il défend la viande. Et si ça se trouve, malheureusement, nous aussi, on est un peu chasseurs et un peu cueilleurs. On en parle tout de suite. Après cette courte pause, on va revenir avec Jean-Claude Poisat après les infos de 13h. Et puis vous aurez la parole 0826 300 300. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Non, Fabien, tu ne gagneras pas avec un steak. Par contre, tu gagneras. Parce que ensemble, nous aurons compris que le monde sur lequel nous vivons est en train de basculer. Voilà, tu ne mangeras pas, tu manges de la viande. Brigitte Fontaine, il est inenarrable, magnifique Brigitte Fontaine. Et voilà, je reçois donc Jean-Claude Poisat, on a dit, avec Prostec, le carnivorisme est un humanisme aux éditions Albin Michel, avec un très beau, enfin, de carrelage, comme ça, les nappes qu'on aime dans les restaurants qu'on aime. Alors d'abord, est-ce que vous avez mesuré, en fait, la possibilité d'avoir un tsunami de réaction absolument, écœuré et indigné de la part de tous les véganes, végétaliens, végétariens de la Terre ? Jean-Claude Poisat. Oui, bonjour, merci de me recevoir. Alors écoutez, vous posez une très bonne question. Est-ce que j'ai mesuré ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si des tsunamis il y aura, mais j'ai bien mesuré que effectivement je m'exposais en tout cas à des retours de bâton, des retours de flammes de la part de gens que j'attaque effectivement, et j'ai bien conscience d'être un peu à rebours de l'époque. Bien entendu, à l'instant, on vient d'entendre Sandrine Rousseau. On a des porte-paroles très vindicatifs, très virulent de ce qu'on peut appeler le front anti-viande, le combat contre l'alimentation carnée. Et moi, si vous voulez, j'ai voulu défendre mon mode de vie. Oui, justement. Pourquoi vous avez fait ce livre, justement ? J'ai envie de dire, touche pas à mon assiette. C'est-à-dire, alors il y a quand même 98% des Français qui mangent de la viande. Donc, si vous voulez, toujours aujourd'hui, 98%. Alors, c'est des statistiques de 2021. D'accord. Bon, ça va. Voilà. Les végétariens seraient 1,8% et les véganes 0,3%. Donc le tsunami n'est pas encore là. Maintenant, il y a dans la génération, je crois, c'est des chiffres de mémoire, il y a dans la génération des 18-25 ans, il y a 10% de véganes, je crois. Donc ça monte. C'est un fait générationnel aussi. Et puis il y a ce qu'on appelle les flexitariens. Donc là, on est à 15, en France, autour de 15%. Dans certains pays, on est à 25-30. En Angleterre, en Allemagne, ils ont plus, j'allais dire entre guillemets, d'avance ou de retard, je ne sais pas. Mais les pays anglo-saxons, les pays protestants du Nord sont plus avancés dans cette direction-là. Pour des raisons sur lesquelles nous reviendrons peut-être, culturelles, religieuses, etc. Parce que le végétarisme a aussi à voir avec la religion. Non, mais parlons un peu de pourquoi, justement, c'est intéressant, parce qu'il faudra même rappeler des choses. La viande, est-ce que, franchement, Jean Poisat, est-ce que nos ancêtres, nos très lointains ancêtres de la chasse et de la cueillette, ils auraient survécu sans la viande ? Je pense que non.
y a une partie dans mon livre, toute une première partie qui est historique, où je retrace, je fais une sorte d'historique de la consommation de viande et je remonte jusqu'au paléolithique, donc l'époque des chasseurs-cueilleurs. Et effectivement, alors vous savez, l'histoire est un enjeu de débat politique, idéologique, et la bataille fait rage, hein, croyez-moi, entre les historiens pour déterminer justement le rôle qu'a joué la viande. Alors vous avez les tenants justement de l'hominisation par la viande et donc par la chasse, et puis vous avez des gens qui combattent cette thèse et qui mettent en avant la consommation de végétaux. Alors derrière ça, il y a aussi un partage des rôles genrés, parce que parce que la chasse elle est plutôt masculine à cette époque et que la cueillette est plutôt féminine. Donc le végétal est plutôt associé à une préparation par les femmes, et puis la viande a une préparation culinaire faite par les hommes. Voilà. Surtout au paléolithique où on chassait de gros animaux comme le mammouth, etc. Bison, voilà. etc. Donc il fallait quand même être très fort. Donc c'était plutôt des hommes en groupe, hein, c'était collectivement qui s'attaquaient à ces grandes bêtes, qui ensuite fournissaient des quantités énormes de viande. Et comme au paléolithique il y avait de la glace, on pouvait conserver cette viande plus facilement, etc. Donc on sait qu'il y avait une grosse consommation de viande à cette époque. On le sait aussi on peut aujourd'hui analyser les os et savoir à peu près ce que mangeaient les gens de cette époque. Il y a des techniques qui permettent de l'établir. Donc oui, ce sont des faits établis, mais il y a des historiens militants, ou souvent des historiennes aussi, idéologues, qui essayent soit de relativiser, soit carrément de dénier complètement cette réalité-là. J'en parle dans mon livre, hein, je consacre un chapitre notamment à cette question. C'est un enjeu, il y a une bataille idéologique autour de cette période de l'histoire. Juste Jean-Claude Poisat, on va pas s'apesantir là-dessus, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais dans les grottes, qu'elles soient Lascaux, Chauvet ou ailleurs, les bêtes, on les voit, hein, les dessins, tout ça. Dieu sait si elles sont importantes. Après, bon, ça c'est un autre sujet, mais que je traite pas dans mon livre. Mais oui, la question des animaux, on sait pas très bien hein, à quoi ça correspond. Est-ce que c'était pour la chasse? Est-ce que c'était des rituels religieux? Est-ce que c'était déjà de l'art? Je crois que les historiens là aussi sont pas trop d'accord sur la réelle fonction de ces peintures-là. Mais continuons dans l'histoire, ce qui est absolument passionnant. Enfin, vous en parlez aussi. Ne parlez que dans les grands repas des rois, dans les ce qu'on appelait dans les banquets royaux avant, républicains ensuite, etc. Oui. La viande a toujours eu un rôle central. Oui, j'évoque Astérix, vous savez, le fameux banquet des Gaulois. Tous les albums d'Astérix se terminent par le fameux banquet dans lequel on mange du sanglier. Voilà. Bien sûr. Alors le banquet, je suis philosophe, je pense au banquet de Platon, le symposion des Grecs, qui était composé de 2 étapes. Il y avait le repas proprement dit, puis après il y avait les libations, donc on buvait du vin, etc. Mais la première étape, le repas, c'était effectivement de la viande qui était elle-même précédée du sacrifice animal. Donc il y a une longue tradition. Vous avez raison, jusqu'à nos jours, le fameux banquet républicain. En tout cas, je me suis assez focalisé, disons, sur la culture européenne ou occidentale, si vous voulez. Il y a une très longue tradition, en tout cas, dans ce monde-là, du banquet, qui est un lieu de communion, de réunion, qui est un lieu social. Et la viande occupe une place éminente, évidemment, dans ce cadre-là. Et enfin, tout le monde sait, il n'y a pas un petit écolier qui ne sait pas que promettait, comme Nirvana Henri IV, la poule au pot chaque dimanche. C'est ça. C'était la poule au pot, c'était quelque chose de... Alors oui, je pense qu'on a oublié, parce qu'aujourd'hui on vit dans une société d'abondance, d'opulence, que tout est à disposition. Donc quand vous allez au supermarché, vous avez des quantités astronomiques de marchandises qui sont exposées. Donc on a l'impression que tout est facile, que tout est acquis, tout est gagné. Mais on a oublié que cette opulence, elle est relativement récente à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Et pendant en réalité des siècles, des millénaires, les hommes ont eu faim. Ils ont souffert de la faim et ils ont eu peur de la faim, de manquer. Et donc promettre aux gens d'accéder à une consommation de viande, c'est pendant des siècles, c'était une promesse de bonheur en fait. C'était une promesse d'accéder. C'était presque une richesse là. Mais pas presque. C'était le symbole même de la richesse en fait. Et donc le fait que les classes populaires aient pu accéder à la consommation de viande seulement à partir du 20e siècle, c'est un acquis social, on peut dire. La viande est un acquis social. Et donc quelque part, ce qui me frappe, on en reparlera peut-être, c'est que les attaques contre la viande viennent du camp de la gauche, qui s'en prend à un acquis social. D'une certaine gauche qui s'en prend au standard de vie des classes populaires. C'est quand même un paradoxe extrêmement et surprenant.
peut-être même un peu choquant, qu'on aille dire aux ouvriers, maintenant il faut arrêter de manger de la viande. Mais c'est cette gauche, je dirais, allez, pour moi, caviar ou de l'homme, c'est cette gauche bobo. Vous avez vu, on peut le citer, Sandrine Rousseau qui attaque le barbecue. Absolument. Élément masculin. Là, c'est le genre qui est venu s'insérer. Pas que, elle attaque le steak, elle répond à Fabien Roussel qui dit que la gastronomie française c'est une bonne viande, un bon fromage et un bon vin. Elle lui dit, tu t'en sortiras pas avec un steak. Et elle dit aussi, quand on mange de la viande, on déclenche des incendies en Afrique. Bon, Madame Rousseau est quand même coutumière des raccourcis et des slogans quand même assez caricaturaux. Donc moi, j'ai essayé de voir un peu ce qu'il y avait derrière tout ça, d'examiner un peu les faits. Je fais un peu de fact-checking, comme on dit. Au bon sens du terme. Absolument. Voilà, et j'essaye de comprendre ce qu'il y a derrière tout ça. Mais alors la viande a toujours été, Jean-Claude Poisat, à vous le dire d'ailleurs, quelque chose qui est... Enfin, ça flattait le palais, c'était je dirais le plat, quand on dit le plat de résistance, c'était bien ça. Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect gastronomique, effectivement. Il y a l'aspect diététique, parce que la viande, c'est nourrissant, c'est roboratif. C'est-à-dire que ça apporte quand même des nutriments essentiels. Ça permet de constituer la masse musculaire. Je veux dire, c'est de tout temps. Déjà dans l'Antiquité, les athlètes étaient réputés pour consommer beaucoup de viande. Je cite un certain Milon de Crotone, qui était le gendre de Pythagore, et qui, paraît-il, mangeait un bœuf par jour. Bon, évidemment, c'est une part de légende. Il y a de la légende. Mais bon, en tout cas, le menu des athlètes, c'était de la viande. Encore aujourd'hui, les sportifs, ils prennent des protéines. Alors, ils prennent plutôt des protéines en poudre ou ce genre de choses. Mais enfin, j'en connais beaucoup qui mangent du poulet et du fromage blanc parce qu'il faut de la masse musculaire. Entre autres, la viande est un aliment effectivement essentiel, vital. Viande vient de vivenda, les choses nécessaires à la vie en latin. Donc oui, ça l'a toujours été. Biologiquement, ça l'est. Culturellement, socialement, ça l'a toujours été aussi à différentes époques de l'histoire. J'évoque notamment le Moyen-Âge, mais pas que le Moyen-Âge. Mais au Moyen-Âge, les seigneurs, ils mangeaient de la viande, ils mangeaient du gibier surtout. De la viande d'animaux tués lors de parties de chasse. Toujours la chasse. Voilà, on revient à la chasse. Et là, c'était un symbole de puissance, un symbole de pouvoir. Ça marquait aussi le fait que le seigneur était un guerrier, parce que la chasse est un peu une métaphore de la guerre, ou c'est une espèce de guerre aussi qu'on mène quelque part contre les animaux sauvages. C'est aussi un entraînement physique, parce qu'on utilise des armes, on se déplace, on traque, etc. Quelque part, c'est une préparation à la guerre. Donc la viande a toujours été liée à ces symboles virils, héroïques, militaires, etc. Alors, si vous voulez, Sandrine Rousseau, elle n'a pas totalement tort quand elle dit qu'on peut associer la viande à une certaine image de virilité. Mais bon, aujourd'hui, en même temps... Est-ce que la virilité doit être considérée comme un crime contre l'humanité ? Alors, vous avez raison, il y a deux points. Premièrement, est-ce qu'on doit criminaliser la virilité ? J'en suis pas certain. Et le deuxième point, c'est que quelqu'un qui mange de la viande aujourd'hui, d'ailleurs un homme ou une femme qui va acheter son steak au supermarché dans une barquette, n'a pas eu besoin de se battre contre les animaux sauvages, donc il n'y a pas d'héroïsme ni de virilité derrière ça. Il faut aussi remettre les choses un petit peu On va en parler tout de suite après cette petite pause avec vous, c'est passionnant, vraiment je le recommande, ce pro-steak, Jean-Claude Poisat, y compris à ceux qui sont anti-steak, vous allez voir, vous allez être convertis assez vite. Et peut-être que vous êtes en train de déjeuner, appelez-nous, si vous mangez peut-être une entrecôte saignante ou pas, ou à point bien sûr. Vous nous appelez 0826 300 300. On essaiera de répondre à toutes vos questions. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Je voulais vous remercier d'exister. Parce que vous êtes vraiment la seule radio que j'écoute et vous êtes quasiment les seuls à faire véritablement votre métier de journaliste. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh oui, ça me rappelle quelqu'un qui disait effectivement le steak, c'est vrai quand du tartare, parlons du steak puisque pro-steak, c'est très intéressant parce que le steak en tant que tel, les variétés de steak sont énormes. Déjà, il faut voir la viande, mais la viande, il y a des viandes. La variété est infinie, Jean-Claude Poisat. Bon, déjà, steak, ça veut dire tranche, et quand on dit un steak, ça peut être une tranche de n'importe quelle viande. Alors, plutôt de la viande rouge, quand même. Il faut préciser ce qu'on appelle la viande rouge, et donc c'est majoritairement de la viande bovine. Alors, il faut préciser, on dit du bœuf, mais à 80%, c'est de la vache. Oui. 70% peut-être. Quand on dit viande de bœuf, oui, c'est vache. À 70%, c'est de la vache. En fait, c'est de la vache laitière de réforme. C'est-à-dire, c'est des vaches qui ont fini leur carrière
on les utilise pour faire du lait. Puis quand elles font plus de lait, elles deviennent des vaches à viande. Pour 70%. On parle de la consommation courante. Après, vous avez des races à viande, comme on le disait, qui sont spécialement élevées. Alors là, ce sont des viandes de qualité, donc forcément plus chères aussi. On a parlé Angus, par exemple, le bœuf Wagyu au Japon. Vous avez des... donc ça, c'est pour les connaisseurs. Et là, effectivement, il faut mettre le prix si on veut manger ce type de viande. Wagyu, c'est une viande qui est très persillée, qui est très goûteuse, etc. Donc, effectivement, quand on parle de steak, c'est Roland Barthes qui parlait déjà du steak dans les années 50, qui expliquait qu'effectivement, il y a une infinie variété des steaks. Et dans ses mythologies. Voilà, dans la mythologie, exactement. Et il dit, il y a le steak prolétaire, il y a le steak bourgeois, il y a même le steak... Alors, la démocratie fait que il y a une sorte de standardisation des modes de vie, donc d'alimentation. Donc, tout le monde se retrouve à peu près autour de certains aliments, mais ils sont quand même pas préparés de la même façon. Et ils n'ont pas non plus la même qualité. Les steaks n'ont pas tous la même qualité. Les steaks français sont parmi les meilleurs du monde, d'ailleurs, en termes de qualité. Il y a notamment au niveau du gras dans les steaks. Par rapport aux steaks américains qui comportent beaucoup plus de graisse, si vous voulez. Parce que derrière, par exemple, on peut parler des maladies de civilisation, des maladies coronariennes, etc. On accuse la viande, mais il faut distinguer les différentes qualités de viande. Toutes les viandes n'ont pas la même qualité, donc n'ont pas les mêmes effets sur la santé notamment. Donc évidemment, si on mange beaucoup de viande de mauvaise qualité, on peut plus s'exposer à des problèmes de santé que si on mange une viande de très bonne qualité et de façon, disons, plus modérée ou raisonnable. Plus modérée, bien sûr, voilà. Bien sûr. Entre parenthèses, je prône aussi une forme de modération. Oui, vous dites pas de manger matin, midi, soir. Enfin, non. Alors, il y a un historien qui dit que aux États-Unis, fin du 19e siècle, les ouvriers mangeaient du steak au petit déjeuner. Bon, ce qui était pour eux une façon de montrer qu'ils avaient atteint un bon niveau de vie. Promotion sociale, on revient à ça. On revient à ça. La viande, c'est la promotion sociale, en fait. Je mange de la viande, donc j'ai atteint quand même un certain niveau de vie. J'ai prouvé quelque chose dans ma vie, en fait. Et ça, je pense que c'est très, très important. C'est la Rolex du début du 20e, du 19e, 20e. Un peu. Si on n'a pas mangé de viande avant 50 ans, on a raté sa vie. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais il y a un peu de ça. Donc ça, c'est frappant, oui, effectivement. Oui. Et alors, justement, parlons... Quel a été, je m'adresse au professeur, à l'agrégé de philosophie que vous êtes, quelle a été en fait, au fil des ans, vous en parlez dans l'idée, la position des philosophes, des essayistes, sur la viande? Elle a varié, Oui. Alors, ce que je dis dans mon livre, un des aspects auxquels je me suis intéressé, c'est que si vous voulez, je pense qu'il y a une grande différence entre le végétarisme antique et le végétarisme moderne et contemporain. Pour dire les choses simplement, le végétarisme antique, si vous voulez, les philosophes de l'Antiquité, que ce soit Pythagore, Platon, Porphyre, les Grecs notamment, mais aussi un peu les Romains qui s'inspiraient beaucoup des Grecs, souvent ils ont prôné la frugalité alimentaire et souvent aussi le végétarisme. On trouve ça chez Platon, Épicure aussi. Le sage, il doit manger peu et de préférence des aliments végétaux. Mais cette alimentation frugale et végétale était réservée à une élite savante. Or, Platon dit bien que les gens qui travaillent physiquement, encore une fois, les travailleurs de force, les sportifs, les soldats, il le dit. Dans l'Iliade, les soldats qui partent faire la guerre de Troie, qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent de la viande, ils font des sacrifices animaux, ils font griller de la viande sur le feu, etc. Et Platon le dit, pour ces gens-là, il faut de la viande. Donc Platon, il ne disait pas qu'il faut de la viande pour tout. Excusez-moi, il ne disait pas qu'il faut du végétarisme pour tous. Il y avait une distinction. En fait, l'élite était plutôt végétale. Exactement. Et voilà. Et le peuple, enfin, voilà. Oui. Et aujourd'hui, c'est presque l'inverse. On a une élite intellectuelle, savante, CSP+, éduquée, etc., et bourgeoisie urbaine, qui est tentée plutôt par le végétarisme et la frugalité, la sobriété, toutes ces choses qui sont aujourd'hui dans l'air du temps, mais qui va dire aussi au peuple... ça aussi. Aux ouvriers, faites comme nous, et si vous ne le faites pas, vous êtes vous êtes des salauds, ou bien en tout cas vous êtes des beaufs, ou des machos, ou des beaufs, etc. Des beaufs, des machos, etc. Vous êtes des gens horribles en fait. Donc on veut imposer d'en haut un végétarisme pour tous. Il me semble que Platon, Pythagore et Porphyre étaient beaucoup plus sages, parce que eux savaient très bien que quand on travaille physiquement, on a besoin d'une nourriture substantielle, et que la viande en fait partie. Ça c'est la sagesse antique pour moi.
Et je pense que les philosophes modernes et contemporains sont pas très sages. Enfin, je ne veux pas généraliser, mais en tout cas, ceux qui aujourd'hui se disent philosophes nous vendent des doctrines qui n'ont pas grand-chose de sage, ni même souvent de philosophique. Mais est-ce que c'est lié, alors justement, parce que vous en parlez, est-ce que, sans faire d'amalgame et sans faire de schématisation, est-ce que les gens qui aiment la viande sont en général des bons vivants, et les gens qui n'aiment pas la viande, je dis pas que ce sont de tristes cires, mais que quand même, est-ce qu'il y a des différences de comportement, Jean-Claude Poisat? Alors oui, là, vous me posez une question, c'est difficile de vous répondre. J'observe que, en tout cas, les végétariens contemporains, effectivement, sont quand même souvent des gens que moi je qualifierais un peu de donneurs de leçons, et des gens qui sont toujours dans le registre de la victimisation, enfin très souvent de la culpabilisation, voire de la punition en fait. C'est-à-dire au fond, voilà, c'est toujours victimisation, culpabilisation, punition, c'est toujours une espèce de trio comme ça qu'on retrouve. Il y a un côté serré Maher avec ma discipline. Et oui, vous avez très voilà, c'est ça. Et moi, c'est ça me dérange aussi beaucoup. Donc, à l'inverse, c'est vrai que un mangeur de viande fera beaucoup moins la leçon. Enfin, les mangeurs de viande ne disent pas que tout le monde doit manger de la viande. D'ailleurs, moi, je le dis pas non plus. Au contraire, enfin, je suis pour la liberté des gens, la liberté des modes de vie et d'alimentation. Mais ce qui me dérange, c'est quand des végétariens me disent à moi que si je ne mange pas de viande, alors je suis une mauvaise personne. Si vous mangez de la viande, vous êtes une mauvaise personne. Excusez-moi. Oui, si je mange parce que je mange de la viande, pire que ça, je serais un barbare. Les mangeurs de barbac, si vous me permettez, sont des barbares. Comme je vous disais au début, j'ai envie de leur répondre, touche pas à mon assiette. C'est-à-dire, ce qui se passe dans mon assiette, ça me regarde moi, et je ne permettrai à personne de me dire ce que je dois manger ou pas. Par ailleurs, je suis un citoyen conscient, responsable, je pense avoir conscience du monde dans lequel je vis, je fais attention, je respecte les animaux, l'environnement, les humains, mes semblables, mais ça n'implique pas pour moi que je doive renoncer à la consommation de viande. Et vous savez ce qu'a dit un philosophe américain du temps des hippies? J'aime beaucoup, il a dit, c'est avec les vaches sacrées qu'on fait les meilleurs steaks au poivre. Ce qui est une manière aussi d'accommoder. On en parle tout de suite après cette petite pause et avec les auditeurs de Sud Radio. Et évidemment, vous aurez la parole 0826 300 300 et vous êtes beaucoup déjà à réagir sur le Facebook. Par exemple, il y a Fabrice qui nous dit oui, il faut alterner la viande blanche et rouge. La viande rouge, il y a beaucoup de fer dedans, etc. On va essayer de prendre un maximum de vos commentaires et puis évidemment un maximum d'appels 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien, les carottes, je ne sais pas si elles sont cuites, mais la viande, on a intérêt à la prendre, effectivement, alors selon beaucoup, à point, saignante, ou bleu, vous avez tout, les variétés, on en parle avec Jean-Claude Poisat, vraiment un très bon livre que je recommande, Prostec, vous allez voir, ça va vous donner des envies tout de suite d'aller se payer une très bonne viande. Jean-Claude Poisat, effectivement, c'est politique aussi la viande, enfin la viande ou l'anti-viande. Ça le devient, enfin c'est en train de le devenir, enfin ça fait déjà quelques années. C'est ce que je disais au départ, c'est-à-dire je distingue si vous voulez un végétarisme éthique, donc moral en fait, si vous voulez, qui est une affaire personnelle et privée que je respecte complètement, et un végétarisme politique, c'est quand on dit végétarisme pour tous. Là ça devient politique, et que on incrimine un mode de production, une économie, un système économique, parce que les animalistes sont souvent aussi anticapitalistes, etc. Donc ça devient une espèce d'idéologie révolutionnaire en fait, qui reprend presque les items marxistes. Corinne Pelluchon, elle dit animalistes de tous les pays, unissez-vous. Donc si vous voulez, donc les animaux c'est les nouveaux prolétaires. C'est la nouvelle classe opprimée. Mais donc l'humanité. Ils pourraient pas dire les racisés, mais ils sont pas loin quoi.
il y a une intersectionnalité des luttes. Racisme. Il y a une intersectionnalité des luttes, bien sûr. Mais vous savez comment ça s'appelle, le racisme envers les animaux? Ça s'appelle le spécisme. Ça porte un nom, et vous avez un philosophe, Peter Singer, pour ne pas le nommer, qui a écrit un livre qui s'appelle La libération animale, en 75, qui est la Bible de l'antispécisme, et qui dit que le spécisme est l'équivalent du racisme et du sexisme. C'est-à-dire, à partir du moment où vous considérez que la vie d'un être humain vaut plus que celle d'un animal, vous êtes raciste envers l'animal. Mais oui. Donc, ne pas manger de la viande, c'est ne pas être raciste envers les animaux, bien sûr. Bien sûr. Et on étend le champ, quoi. Complètement. On étend le champ, ouais. Mais c'est écrit. Enfin, moi, je n'exagère rien. Je me contente de livrer les éléments du débat. Après, je commente, mais et ça, c'est beaucoup repris. Hein. C'est utilisé abondamment. Oui, apparemment, d'après ce que vous avez dit en début d'entretien, Jean-Claude Poisat, ça n'affecte pas beaucoup la population. Alors, quand même. Oui et non. La France est un pays, je dirais, qui résiste pas trop mal. Je pense qu'il y a des traditions gastronomiques et culinaires en France qui y sont pour beaucoup. Il y a aussi une tradition de l'élevage en France, enfin, qui occupe une place importante. Donc, si vous voulez, les antispécistes sont pas très nombreux dans les régions où il y a de l'élevage. Jérôme Fourquet a fait une étude, il a montré que le parti animaliste enregistre des scores là où il n'y a pas d'élevage, justement. Mais dans la région où il y a de l'élevage, il fait pas de score. Et oui, donc la France est protégée par ses traditions culinaires, gastronomiques, agricoles, pastorales, etc. Mais en même temps, il y a une tendance mondiale qui vient d'ailleurs, je pense, principalement des pays anglo-saxons, donc États-Unis, Angleterre, pays, disons, Europe du Nord aussi. Et cette vague, elle vient aussi chez nous. Et comme je disais, ça touche quand même la jeune génération, notamment par les réseaux sociaux. Donc, si vous voulez, je serais assez nuancé. C'est-à-dire qu'en l'état actuel des choses, il n'y a pas péril en la demeure. Mais peut-être que dans une génération ou deux, les choses pourraient bouger. Mais on ne va pas basculer majoritairement vers le véganisme à court terme. Hein, je pense pas. Et la planète non plus d'ailleurs, hein, parce que nous occidentaux, on peut encore aussi évoluer vers une réduction, mais à l'échelle mondiale, la consommation va augmenter. Alors, je voudrais avoir votre sentiment sur l'autre problème qui ça m'a halluciné quand je la viande imprimée. Vous avez vu qu'on commence à parler de tout ça. Je veux dire, on va vers l'intelligence artificielle et on va évidemment vers la viande artificielle, en tout cas. Absolument. Je mets ça entre guillemets, etc. Ça traduit quoi, à votre avis? Parce que ça y est, alors, on va vous présenter de la viande, alors que ce sont des impressions de viande, une viande sans viande, mais comment peut-on arriver là? Enfin, c'est quand même assez... Ça me fait penser au film L'aile ou la cuisse de Claude Zidi, vous savez, ce film où on voit ces De Funès et Coluche qui regardent comment une cuisse de poulet se fabrique. Bon, alors évidemment, c'est une comédie, mais ce qui était une comédie dans les années 70 devient un petit peu notre réalité aujourd'hui. J'en parle dans le livre, je traite ça plutôt à la fin, notamment dans la conclusion, ce qu'on appelle la viande de culture, la viande cellulaire, en anglais on dit cell meat, donc cellular meat. Voilà, il y a plein de dénominations. On dit aussi clean meat, donc c'est-à-dire la viande propre. Ce qui en dit long. Exactement, c'est très significatif. Quand vous mangez un steak saignant, c'est sale. Il faut le dire. Donc tout ça, ce sont des tendances effectivement économiques. Oui, parce qu'il y a le business derrière. Évidemment, il y a un énorme business qui se profile derrière tout ça. Alors, si vous voulez. Moi, je suis pas hostile au changement, au progrès, etc. Donc, j'ai pas d'hostilité de principe à la viande de culture. Par contre, ce qui m'embête, c'est quand pour promouvoir la viande de culture, on va encore une fois dénigrer la viande dite traditionnelle faite à partir de l'élevage. Pardon, cette viande de culture, enfin moi j'en ai jamais goûté. Moi non plus. Ça peut avoir du goût, non mais c'est ça. Je n'ai pas goûté. Donc alors, je me dis c'est quoi cette viande de culture? Il faut savoir que c'est un procédé qui coûtait très cher il y a encore quelques années, donc c'était pas du tout rentable. Et là, on a réussi à trouver des procédés qui permettent de la rendre économiquement rentable. Donc derrière, la machine va se mettre en route. Mais ça veut dire qu'à terme, enfin on va pas faire de l'apocalypse et on va pas jouer les Cassandres, mais à terme ça peut effectivement faire un combat pour la survie du vrai élevage. Absolument, c'est ce qu'on appelle c'est ce que Joseph Schumpeter appelle la destruction créatrice. Si vous avez un nouveau modèle économique, il peut potentiellement remplacer l'ancien. Mais bon, je crois pas complètement parce que, à mon avis, à mon humble avis, in my humble opinion, comme on dit, je pense quand même que la viande d'élevage continuera d'exister, mais peut-être que ça deviendra quelque chose de rare, donc de cher, et de réservé peut-être à des privilégiés. À une élite, et par contre,
pour, encore une fois, les classes populaires, peut-être que là, on pourra proposer des substituts de viande moins chers, etc. Je pense qu'on va peut-être s'orienter vers ce modèle. Claude Lévi-Strauss en parlait déjà dans les années 90, et il disait la viande à l'avenir va devenir quelque chose de rare et de cher, donc de très recherché, et donc peut-être que ça va redevenir ce que c'était au Moyen-Âge, c'est-à-dire un aliment qui est un symbole de réussite sociale, ce que ça n'est plus aujourd'hui, si vous voulez. Et je pense que le dénigrement de la viande vient peut-être de là, c'est peut-être une clé. Je pense. C'est-à-dire, la viande est dénigrée par une fraction de la bourgeoisie urbaine occidentale parce qu'elle est accessible à tous. Et au peuple. Et or, si les gueux commencent à pouvoir avoir de la viande, ça va plus pour nous, quoi. Donc il faut se distinguer socialement. Donc on se distingue en disant, on va manger des végétaux. Mais demain, si la viande redevient un plat rare et cher, ça redeviendra un moyen de distinction sociale et le peuple en sera privé. Donc on retombera sur nos pieds, si je puis dire, c'est-à-dire un système proche de ce qu'on a connu au Moyen-Âge, ou même peut-être dans l'Antiquité, où la viande était un aliment de l'élite, quoi. Enfin, pas dans l'Antiquité, on a parlé en tout cas pas chez les Grecs et les Romains, mais chez les Gaulois ou chez les Celtes et les Germains, et en tout cas chez les peuples européens du Moyen-Âge, c'est très clair. Et à votre avis, justement, pour revenir à ça, parce que le fait d'avoir intitulé, moi, ça m'a frappé, et c'est un bon titre, Prostec, c'est-à-dire que effectivement, depuis quand on peut dire, intéressant, c'est à l'historien là que je parle. Depuis quand le clivage entre pro et anti-steak existe? Parce que il fut un temps, moi, on ne se posait absolument pas la question. Manger ce qu'on voulait, de la viande. Enfin, il n'y avait pas. Enfin, moi, je suis de la génération où l'antispécisme, le spécisme, ça n'existait pas. Quoi, on mangeait, et puis voilà. Bah, écoutez, alors je vous ai dit, le livre de Singer date de 1975. Mais je pense que quand il est sorti, il était sans doute assez confidentiel. Mais aujourd'hui, c'est un best-seller mondial, ce livre. Il faut savoir que l'auteur est un des auteurs les plus cités dans les universités du monde entier. Donc c'est devenu une référence. Alors il y a plusieurs vagues. Effectivement, dans les années 70, vous avez raison, moi je suis né dans les années 70, j'ai grandi dans les années 80. À cette époque-là, c'était ultra minoritaire, confidentiel. À partir du début des années 2000, je pense qu'il y a un réveil. Et depuis 2010, il y a une offensive. Je dirais une bonne dizaine d'années environ, il y a une offensive clairement anti-viande. Voilà. Organisée, consciente, idéologisée, avec ses théoriciens, avec ses militants, avec ses petits soldats, les compagnons de route, etc. C'est pour ça qu'il est bon que quelqu'un fasse la résistance, ce que vous avez fait là. C'est-à-dire, je me suis senti investi de cette mission. Voilà. On a du monde au standard, mais juste avant, je rebondis sur une question d'un auditeur qui rejoint un peu la vôtre, André Berkoff. Est-ce que vous pensez que les protéines d'insectes, la viande d'insectes peut prendre un peu aussi plus de place, ça rejoint la viande cellulaire? Oui, ça fait partie des choses, là aussi, je pense, d'avenir. Mais là encore, il y a des réticences culturelles. Bon, moi, à titre personnel, je suis pas très emballé. Moi non plus. Voilà, mais je pense que beaucoup de gens le seront pas, parce que il y a différentes sortes de viande aussi. Quand on dit les animaux, manger les animaux, on mange pas n'importe quel animal, pas n'importe comment. À une époque, on a mangé du cheval, après on a arrêté d'en manger. On peut manger du cochon ou pas. On peut manger les Vietnamiens mangent du chien. Exactement. Les Indiens refusent de manger du bœuf. Enfin, je veux dire, donc, il y a viande et viande. En Europe, manger les insectes, je pense que beaucoup de gens considèrent que c'est une viande qui est pas très digne. Encore une fois, peut-être, il y avait aussi des viandes de riches et des viandes de pauvres. Tout à l'heure, on parlait des seigneurs, ils mangeaient du gibier, les pauvres mangeaient plutôt du lapin ou ce genre de viande. Je suis pas certain que ça prenne, mais ce sera peut-être inclus si vous voulez, dans des plats préparés, ou ce sera des ingrédients, donc qui seront discrètement inclus dans des plats sans que personne le sache, et on vendra peut-être de la viande de bœuf où il y aura un pourcentage de mais comme on aime la transparence, on aimera le savoir quand même. Alors peut-être qu'il y aura une traçabilité, effectivement. Voilà, mais on verra. On verra. On a Jean-François qui nous appelle depuis Valence. Bonjour Jean-François. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour messieurs, merci pour votre conversation, toujours très intéressante, et merci pour votre ouvrage sur la viande. Alors moi je suis un cas un peu particulier parce que je suis éleveur depuis pas très longtemps, enfin depuis quelques années quand même, et je me suis installé éleveur en étant d'accord avec Sandrine Rousseau malgré tout. On peut. Disons que mon objectif étant de travailler à l'accompagnement de la réduction de la consommation de viande. Alors vous voyez, c'est un peu particulier. Ah oui, vous êtes éleveur et vous travaillez à la réduction de la consommation de viande, c'est intéressant. L'idée étant que mon travail, je conçois mon travail comme un accompagnement au bien-être animal en fait, et une aide au bien-être animal. D'accord. Et je considère véritablement que la viande industrielle est un vrai problème, et que pour moi, et c'est la question que je voulais vous poser, est-ce que vous pensez que la viande industrielle, notamment il y a des poulets
qui se font en quelques semaines, en 3 semaines. Oui. Enfin, je veux dire, on fait un poulet nourri avec, complètement, on va dire gonflé aux hormones, même si c'est pas forcément aux hormones, mais bien sûr, bref, comprends. on a une viande qui, à mon avis, est désanimalisée, qui dénature complètement la conception même et la vie de l'animal, et donc pour moi c'est une déshumanisation de consommer ce type de viande. Est-ce que pour vous, ça correspondrait aussi à un problème de consommer cette viande industrielle qui est faite dans des conditions quand même discutables sur le point de vue, y compris de l'éthique? Bien sûr, et de l'éthique et puis du traitement. Jean-Claude Poisat. Vous élevez quel type d'animaux, pardon? Des porcs. D'accord. Écoutez, bien entendu, je m'en explique dans le livre. C'est-à-dire, moi, je défends une position que je considère raisonnable et équilibrée. Enfin, j'essaye. C'est-à-dire, bien entendu, je suis pour qu'on puisse manger une viande de qualité. Je suis pour une alimentation de qualité pour le plus grand nombre de gens possible. Ça va de soi. Donc, je souhaite pas que les gens mangent des aliments qui soient mauvais, nocifs, et pour l'environnement, et pour la santé, et pour le bien-être animal. Donc, oui, il faut privilégier les élevages extensifs qui permettent de respecter les animaux et le bien-être des animaux. Donc là-dessus, il n'y a aucun doute et aucune ambiguïté. Mais ce qui me gêne, ce sont justement les amalgames, si vous voulez. C'est-à-dire que sous prétexte effectivement, il y a des dérives, il y a des excès, il y a des choses qui dysfonctionnent dans l'industrie. On va condamner tout un secteur économique et on va dire voilà, c'est toute la viande qu'il faut arrêter et interdire. Donc c'est ça qui est gênant dans l'histoire. Ce sont les amalgames et les raccourcis. Donc je dis qu'il ne faut pas jeter l'opprobre sur toute une filière de production parce que il y a des mauvais comportements ou des dérives, etc. Donc il faut corriger ces dérives et donc votre démarche, je la soutiens totalement. Enfin, elle me paraît extrêmement. Il faut l'équilibre, quoi. Oui, il faut un véritable équilibre, effectivement. Vous me permettez, votre démarche aussi, je la soutiens totalement. Et en même temps, je serais assez militant pour remettre les abattoirs au centre des villes et que les gens puissent aller voir ce qui se passe. Écoutez, c'est extrêmement intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement, je pense, il y a ce qu'on appelle, les sociologues parlent de sarcophagie. J'en parle dans le livre, c'est-à-dire cette tendance à éloigner les amoureux de Sarkozy. Non, non. Ça vient de sarx en grec, c'est la chair. Ouais. En fait, si vous voulez, c'est l'idée que les gens n'ont pas forcément conscience quand ils mangent de la viande que c'est de la viande et surtout d'où elle provient. Donc, voilà, et de quel comment c'est fabriqué, retrouver la conscience de ce qu'on mange en général d'ailleurs, mais en particulier les produits animaux et notamment la viande. Rétablir le lien entre les consommateurs et les produits d'origine. Je suis évidemment d'accord avec ça et donc bien sûr monsieur, je trouverais aussi que ce serait une bonne chose. Moi je fais partie de ceux qu'on appelle les zoophages, c'est-à-dire ceux les zoophages, ce sont ceux qui aiment savoir ce qu'ils mangent et qui en particulier qui aiment reconnaître l'animal qu'ils mangent. Donc ça me choquerait pas effectivement qu'on rétablisse ce lien entre la population et l'élevage et l'abattage aussi d'ailleurs. Et je dirais comme Corinne Péhuchon, mais dans un autre sens, zoophage de tous les pays, unissez-vous. Merci beaucoup Jean-François pour votre appel. On marque une dernière petite pause dans Berkoff dans tous ses états et on revient dans quelques instants. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. 13h47 sur Sud Radio, nous sommes toujours avec Jean-Claude Poisat qui vient nous voir pour son livre Prostec, le carnivorisme est un humanisme aux éditions Albin Michel. Et nous avons Philippe qui nous appelle depuis la Dordogne. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Eh bien bonjour monsieur Berkoff. Je dis monsieur parce que vous êtes vraiment un monsieur. Merci. Il n'y a pas de problème. Je sais bien qu'il faut que la radio vive, mais quand on voit le sujet de l'émission et puis les pubs qu'il y a à la radio, il n'y a pas photo. Bon, enfin bref, c'est vrai que depuis quelque temps, beaucoup de gens font du lobbyisme sur le végétalisme, le véganisme, le ci, le là. Ouais. On a toujours mangé de la viande, on en mangera toujours. Maintenant, il faut manger de la vraie viande. Il ne faut pas manger de la viande qu'on achète dans les supermarchés. Et ils vendent que, je passe le mot, mais que de là, voilà. Ah oui, carrément pour vous, oui. Oui, allez, sortez un peu de vos villes, allez dans les campagnes
ou dans les banlieues, vous allez voir qu'il y a des gens qui font des bons produits. Sûrement. Ah ben oui, des très bons produits, même dans les producteurs de viande bovine, ovine, dans les volailles, il y a des très bons produits à 10, 15 ou 30 km de chez vous, c'est pas un problème de les faire. Absolument, on est bien d'accord. Voilà. Il y a plein de gens qui ont peur de prendre leur voiture pour aller acheter des bons produits, mais ils n'ont pas peur de prendre leur voiture pour aller manger chez McDo, chez Burger King, chez KFC, où ils vont manger que de là. Voilà. Sauf que vous savez, non mais c'est l'éternel problème, ça, Philippe, vous avez raison de le souligner. Sauf que McDo et compagnie, c'est 5 €. Ils ont l'impression que s'ils vont aller ailleurs, on va leur demander 35 €. Ce qui est faux. Mais c'est ça qu'on a réussi à faire entrer dans la tête des gens, quoi. Tout à fait. Avec 5 € de bonne viande, vous mangez de la bonne viande. Ben voilà. Vous êtes 4 ou 5 à manger à la maison, vous achetez pour 25 € de viande, vous allez manger de la vraie viande. Pas de la saloperie, où il y a des os, il y a de la peau, il y a des poils, il y a tout là-dedans. Voilà encore un prostec, hein, Jean-Claude Poisat. Oui, alors j'entends très bien ce que vous dites et je suis d'accord avec vous, avec peut-être une petite nuance près, c'est que je nuancerai un peu sur McDo, parce que McDo, je crois, se fournit quand même aussi auprès de producteurs français et fait un effort aussi pour mettre des produits locaux. Enfin, les fast-food en France, d'ailleurs ils le font un peu dans beaucoup de pays, et mettent en valeur aussi certains produits locaux, donc des fromages ou des charcuteries, etc. Donc, et ils choisissent de bons produits. En France, on fait des bons steaks. Ouais. La France fait des steaks, comme je disais tout à l'heure, qui sont plutôt meilleurs qualitativement que ceux qu'on va trouver dans d'autres pays, notamment aux États-Unis. Donc je jetterai pas forcément l'opprobre non plus sur les fast-food. Moi, ça m'arrive d'y aller de temps en temps, quelques fois dans l'année, mais pas très souvent. J'y vais aussi pour faire plaisir à mes enfants. Mais voilà. Donc je dirais pas en bloc que c'est forcément tout mauvais non plus. Mais évidemment qu'il faut valoriser des produits locaux, des produits terroirs. Moi, j'habite dans une région très riche sur le plan gastronomique et j'essaye de me fournir avec des produits locaux et j'adore ça d'ailleurs. Il n'y a pas que la viande, il y a aussi le fromage, les produits laitiers, et je dis dans mon livre d'ailleurs que tous ces produits animaux sont liés. Il y a toute une économie derrière qu'il faut promouvoir, et en France, on a une grande richesse gastronomique avec ces produits-là. Formidable. Et ça, c'est extraordinaire. En France et en Europe, j'aime bien aussi les produits italiens. Je veux dire, voilà. Mais je crois qu'on sera tous assez d'accord sur. On est assez d'accord sur cet écosystème. Voilà, et surtout, gardons-le. C'est ça le problème. C'est ça le problème. On a Patricia qui nous appelle depuis Montpellier. Bonjour Patricia. Bonjour Patricia. Oui, bonjour André Berkoff, bonjour à votre invité, c'est passionnant. Oui, c'était pour rebondir. En fait, je suis contente que vous écriviez un livre par rapport à Madame Rousseau, parce que elle fait vraiment très peur avec toutes les personnes qui la suivent. C'était fanatisme et cet extrémisme. Moi, très tôt, on a été alertés avec ma maman. Elle était très militante contre les expériences des animaux en labo, etc. Donc c'était déjà dans les années 80, etc. Oui. Toutes les manifs anti-corrida, etc. Donc on a toujours été dans cette mouvance de protection des animaux, mais sans tomber dans l'extrémisme. Voilà. Moi, je suis catho-pratiquante. Enfin, je veux dire, c'est important d'aimer la nature et de la respecter, mais sans forcément dire, moi, je suis de gauche et je veux tuer tous les bouchers. Mais vous mangez de la viande, vous, Patricia? Mais bien sûr, je mange de la viande, mais comme disait votre interlocuteur, en allant chez le boucher, alors c'est pas tous les jours, parce qu'effectivement, au niveau du portefeuille, il faut faire attention, puis la viande, il faut la bonne qualité, bien sûr. Et voilà. Et je voulais rebondir sur ce que disait votre invité par rapport, par contre, à l'Antiquité. Moi, je fais très attention. J'écoute beaucoup, tout ce qui est Kousmine. Voilà, ça fait partie de mes débuts de chevet. Quand même, la viande pour les troupes romaines, quand ils allaient faire des campagnes, etc. Ce que dit Kousmine, c'est que quand même, s'ils n'avaient pas leur pain à base d'épeautres et petites épeautres et puis leurs céréales, ils faisaient la tête parce qu'ils savaient très bien qu'ils pourraient tenir dans la durée avec les céréales. Et la viande, c'était quand même très, 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 très secondaire. Ça leur était égal de savoir s'ils avaient de la viande ou pas, mais ils voulaient vraiment leur galette et leur... Ça, c'est une dispute sur les troupes romaines. Alors, oui, Jean-Claude Poisat. C'est vrai que j'ai pas parlé de la ration de viande des Romains. Les poilus de 14 mangeaient du singe, c'est-à-dire en fait du cornet de bif en boîte qui venait des abattoirs de Chicago. Mais pour ce qui est des soldats romains, alors c'est vrai que la civilisation romaine, tout à l'heure on parlait du végétarisme des philosophes, mais plus largement la civilisation grecque antique comme la civilisation romaine est
plutôt une civilisation végétale. Vous avez raison. Donc effectivement, il y a une mise en avant plutôt des produits végétaux. Donc la ration de viande était très limitée. Je crois qu'il y a des statistiques qui établissent en Grèce ancienne, par exemple, c'était 1 à 2 kilos de viande par an et par habitant, ce qui est très peu. Rien. En France, on consomme 85 kilos de viande par habitant et par an. Donc vous voyez, c'était très peu. Mais je m'en explique dans le livre, c'est-à-dire, bien sûr, cette consommation était très limitée en quantité. Par contre, elle occupait une place éminente sur le plan symbolique, notamment en raison du sacrifice animal. C'est-à-dire qu'on consommait de la viande dans le cadre des sacrifices, qui étaient des moments solennels, aussi bien en Grèce qu'à Rome. Donc on en mangeait peu, mais ça revêtait une importance quand même symbolique particulière et particulièrement importante. Donc c'est ça que je dis dans mon livre. Mais donc vous avez raison, oui, la majorité de la population consommait des produits végétaux, notamment, je le dis, effectivement, du pain, ou l'équivalent, c'est pas notre pain à nous, c'est pas la baguette, mais des produits à base de céréales, parfois du brouet à base de céréales, etc. Donc blé, orge, épeautre, etc. Donc c'était l'alimentation, en anglais on dit core food, l'alimentation de base, effectivement. C'est ça. Blé, nous sommes avec René qui nous appelle depuis la Haute-Garonne. Bonjour René. Bonjour René. Je vais dire plusieurs choses. D'abord, féliciter Sud Radio, parce que quand j'appelle pour savoir le nom d'un invité qui m'intéresse, on me le donne toujours et on épelle. Bon. Deuxième félicitation, féliciter Jean-Claude Poisat pour absolument tout ce qu'il dit, mais particulièrement son résumé historique, qui est tout à fait remarquable, parce qu'il dit que des choses que tout le monde sait, mais il les a reliées. Oui. Parce que souvent on sait des choses et on ne les relie pas. Voilà, exact. C'est tout à fait bon. Ensuite, il y a eu un petit truc qui m'a embêté quand quelqu'un a parlé de la viande d'insectes. D'abord, culturellement, on n'est pas prêt pour ça, mais enfin, les insectes, ils nous mettent dans le corps de la chitine. Et la chitine est un produit que le corps humain ne peut pas assimiler. Dit autrement, la nourriture d'insectes, c'est comme le yoga, c'est de la nourriture pour peuples qui sont dans la misère ou en mort de vieillesse, en général entre 35 et 40 ans. Ça ne va pas pour notre société. D'accord. Les animaux peuvent vivre sans nous. Il y a l'exemple, il y a un peu plus de 100 ans en Australie, sur la côte sud-est, on a à la dynamite percé une montagne pour pouvoir aller plus loin, découvrir des territoires. On a découvert des milliers de vaches qui vivaient bien sans l'être humain. Les vaches qui venaient d'Angleterre comme tous les animaux européens du coin. C'est pour ça qu'ils ont tenu le coup. Voilà, mais elles avaient fait le tour par des chemins au bord de la côte, qui étaient dangereux, mais elles ont pu passer. Alors je dis ça parce que, à l'inverse des écologistes qui disent des conneries, quelquefois j'entends dire des gens de bonne foi, des éleveurs, les animaux ont besoin de nous parce que les vaches ont besoin d'être traites 2 fois par jour. Ben oui, mais enfin si on tuait pas leur veau à l'âge de 3 mois, le veau continuerait à les téter jusqu'à ce que elles aient fini. Donc les vaches n'ont pas besoin de nous. Alors j'ai beaucoup aimé aussi dans le résumé historique le fait qu'on disait que les nobles mangeaient de la viande chassée. Oui. Quand on est un petit garçon entre 5 et 10 ans, à 10 ans on lit Michel Strogoff, on met 6 mois pour le lire, il y a beaucoup de mots qu'on ne connaît pas, qu'on comprend plus ou moins grâce au contexte, et parmi ces mots, il y avait le mot venaison. Voilà, les nobles mangeaient de la venaison. Absolument. René, nous arrivons à la fin de notre émission. C'est passionnant. On va refaire une émission, effectivement, sur la viande, la chasse et la cueillette, parce que la cueillette, sans ça, on n'aurait pas été là. Merci à vous, et merci à Jean-Claude Poisat, encore une fois, pro steak. C'est très important. Merci Jean-Claude Poisat. Pro steak, le carnivorisme et humanisme aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup André Berkoff. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.